Donc, la culture, eh bien, cours 2 de cette session. On va voir un peu que c'est quelque chose de particulièrement large. Hein? En gros, on retient un peu l'idée que tout ce qui n'est pas biologique est des éléments qui sont essentiellement culturels. Hein? Par exemple, la notion du bien et du mal, ben, chaque société va codifier la notion de bien et de mal, mais on va voir un peu que la manière, les comportements qui sont associés à quelque chose qui est considéré comme étant bien ou quelque chose qui est en mal va évidemment varier hein, d'une société à l'autre. Hein? On retient un peu l'idée, tout ce qui n'est pas biologique est culturel et aussi tout ce qui varie d'une société à l'autre ben, est évidemment culturel. Hein? C'est-à-dire que les événements biologiques, ils sont les mêmes partout chez tous les humains. Donc, dès que ça varie, ça nous donne un indice qu'il y a un élément culturel associé à ce niveau-là. La notion de beau et de laid, sur lequel on va revenir d'ailleurs hein, sur les normes associées à l'esthétisme, vont également varier d'une société à l'autre. Hein. Par exemple, on a un peu l'image aujourd'hui, je vais très dans le cliché, vous en conviendrez, mettons si je suis dans l'image un peu Instagram, ben, on a un peu l'image par exemple, chez les femmes, elles doivent être relativement maigres et également avoir une peau un peu bronzée. On voit un peu que ça a évolué à travers le temps. Hein. Si on revient, par exemple, à la Renaissance, je vous situe 1500 ans environ, à peu près, là, en 1600, à peu près autour de ça, bien, on a un peu l'idée que ben, si vous êtes une femme qui est maigre et avec le teint, si on veut, foncé, ben, si vous êtes bronzé, ça veut dire que vous travaillez dans les champs et qu'évidemment, ben, vous appartenez à la classe populaire, à une classe qui n'est pas socialement valorisée. Donc, ce sont des normes d'esthétisme hein, qui ne sont pas non plus socialement valorisées. À la Renaissance, il était davantage considéré d'être une personne bien en chair avec la peau particulièrement blanche. Hein? Ça vous dit que ben, vous appartenez à la haute société, vous avez assez de nourriture pour vous nourrir, mais également vous êtes à l'abri des travaux un peu à l'intérieur des champs. Vous êtes bien à l'intérieur de la maison et vous êtes particulièrement heureux de l'être. La notion du propre et du sale également va varier énormément d'une société à l'autre. On va revenir un peu plus tard sur la notion de l'hygiène dentaire. Hein. J'ai quelques exemples qui pour vous vont dire ça c'est absolument dégueu, mais on va voir un peu que ça varie encore une fois d'une société à l'autre, donc élément profondément culturel. La notion de poli et d'impoli également, chaque société vont baliser des normes de politesse, mais évidemment, ça va varier d'une société à l'autre. Hein. Par exemple, je ne peux m'empêcher de vous narrer une histoire un peu rigolote. J'étais en Thaïlande, parce que j'ai dit, moi j'ai un petit peu d'argent, puis qu'est-ce qu'on fait les gens dans notre classe sociale? On ne va pas nécessairement à Punta Cana, on va aller en Thaïlande. Hein, ça fait voyage exotique, du moins, hein, c'est dans le répertoire de voyages possibles, si on veut. La Thaïlande, ça fonctionne. Et j'ai appris quelque chose que faire la file hein, pour tous les transports publics, tout ce qu'on peut imaginer, c'est quelque chose de profondément occidental. Hein, c'est-à-dire que en Occident, on a comme balisé un comportement en file d'attente qu'il faut se mettre un à la suite de l'autre, un peu comme de manière un peu étonnante, du moins à leurs yeux, là, à mes amis asiatiques, on doit se mettre un derrière de l'autre. Et justement, attendre chacun de notre tour. Hein. Ben, moi, il m'est arrivé une situation où je me suis fait couper par plein de personnes dans la file d'attente. J'étais absolument révolté et je me disais, mon Dieu, ils sont donc bien impolis, ces gens-là. Hein. Mais ce qu'il faut considérer, encore une fois, ici, c'est que oui, c'est de l'impolitesse aux yeux, si on veut, de quelqu'un qui viendrait du Québec, mais de quelqu'un, par exemple, qui viendrait de Chine, ben non, pourquoi l'autobus est là? Tu rentres comme tout le monde rentre en même temps. Hein? Donc, il n'y a pas nécessairement, si on veut, les mêmes balises pour ce qui est du poli et de l'impoli. Toutes les sociétés vont baliser les normes de politesse, mais on voit que ce n'est pas les mêmes éléments qui sont à l'intérieur pour chacune de ces sociétés-là. Également, tout ce qui est connaissance scientifique, on voit encore une fois que ça varie d'une société à l'autre, mais disons d'une époque à l'autre également, des éléments encore une fois profondément culturels, et d'autres éléments qu'on va également regarder ensemble. On peut regarder par exemple les activités sportives. Hein, mais j'imagine, qu'est-ce que vous faites, vous, comme activité sportive? Ben, vous faites probablement les activités, si on veut organiser, si vous avez un sport organisé d'équipe, ben, un peu classique, hein? Basketball, baseball qui perd beaucoup d'emprise au Québec, mais le foot ou le soccer, si vous préférez, le hockey, donc les sports un peu organisés, un peu classiques si vous faites des sports d'équipe. Je pense qu'il y en a pas beaucoup d'entre vous qui pratiquez le polo. Hein? Vous savez, c'est quoi le polo? Un sport un peu rigolo qui consiste à chevaucher devant un cheval, hein, ce qu'on chevauche
des chevaux. Donc, on est sur un cheval avec un long bâton et qu'une espèce de bâton qu'on essaie de rentrer une boule quelque part. Je ne connais pas vraiment le polo. J'imagine que vous ne jouez pas beaucoup au cricket non plus, hein, sport particulièrement populaire en Australie et en Nouvelle-Zélande non plus. Le rugby, peut-être que vous ne savez pas trop, peut-être qu'aujourd'hui, on entend un peu plus parler, mais on voit un peu l'idée que les sports auxquels on va s'adonner vont varier d'une culture à l'autre, mais on va également en discuter un peu plus tard dans la session d'un groupe culturel à l'autre. Hein, il y a un peu une blague chez mes amis urbanistes sur l'idée qu'on peut regarder, on appelle ça la gentrification d'un quartier. En gros, c'est l'idée qu'il y a des gens riches qui arrivent dans des endroits qui étaient autrefois habités par des individus plus défavorisés. En gros, vous connaissez le plateau Mont-Royal hein, à Montréal, j'imagine, mais c'est un ancien quartier ouvrier. Aujourd'hui, vous ne trouvez sûrement plus beaucoup d'ouvriers, beaucoup plus de chances de trouver des étudiants français et des personnes gagnant un assez bon salaire dans le quartier Mont-Royal. Mais c'est un processus de gentrification. Vous n'avez pas noté ça, là, on jase un petit peu. Mais c'est un peu l'idée qu'on peut noter la gentrification d'un quartier en regardant le nombre de personnes qui font du jogging. Hein, on ne fait pas du jogging dans tous les mêmes quartiers. On voit vraiment que selon les classes sociales, on va pratiquer une activité sportive plutôt qu'une autre. Hein, si vous êtes dans une classe sociale peut-être un peu plus considérée, si on veut, vous allez peut-être faire du yoga chaud et du pilates. Hein, ce sont peut-être des activités auxquelles vous allez vous adonner. On va voir un peu la notion de socialisation au prochain cours. Bien, on ne fait pas tous les activités physiques qui sont disponibles sur la planète. On a un bassin qui est limité selon notre culture, mais également à l'intérieur du groupe culturel auquel on appartient. Donc, un autre élément ici qui est profondément culturel. Toute la notion de langage corporel, les croyances, les idéologies, bref, tous ces éléments-là qu'on va regarder ensemble, ce sont tous des éléments associés à la culture, hein, qui ne sont pas liés à la dimension biologique. Hein, donc, on va regarder un peu ça ensemble. Donc, définition très, très large de la culture. Hein. La culture, c'est un ensemble hein, de manières de penser, d'agir et de ressentir qui, parce qu'elle est apprise par la socialisation, hein, donc elle est apprise et partagée par un groupe d'individus, ça va servir, si on veut, de constituer ces groupes-là comme une entité particulière, comme un groupe qui est distinct. En gros, ben, on se reconnaît comme étant un membre de la même culture, mais ça permet également de se distinguer des autres. Hein. Notamment, on n'a pas la même langue, ça va de soi, la même religion, mais également, on n'a pas le même langage, la même pratique culturelle. Je suis quand même assez convaincu que vous reconnaissez très vite ce qu'on appelle un baby boomers, avec les fameuses expressions hockey boomers, par la manière qu'il a de s'exprimer, la manière qu'il a de voir les relations hommes-femmes, la manière qu'il a de voir le monde du travail, par exemple, et les expressions également qui sont utilisées. Vous les reconnaissez. Donc, l'idée un peu de culture, c'est on a des éléments hein, qui sont partagés par les membres d'un même groupe qui va faire en sorte que ce groupe-là va se reconnaître entre eux comme membres du même groupe, mais qui va aussi faire en sorte qu'on va se distinguer hein, les uns des autres hein, à travers les autres groupes. Donc, on reconnaît un peu cette idée-là à travers la notion de culture. Donc, l'idée de base un peu, c'est tout ce qui n'est pas biologique va être considéré comme étant culturel. On les apprend, ces éléments-là, on les partage à l'intérieur d'un même groupe, puis que ça va nous servir à faire en sorte qu'on va se considérer comme étant membre du même groupe. C'est pour ça que, par exemple, si vous allez dans un voyage à Cuba, dans un tout inclus, vous entendez du monde qui parle français, québécois un peu plus loin, vous dites « Ah, tabarouette, on va aller leur jaser un petit peu, on va partager des drinks ensemble. » Donc, c'est un peu l'idée que entre membres d'une même culture, on a tendance à se tenir ensemble, puis également à se tenir un peu plus loin, si on veut, un peu plus éloigné des membres des autres groupes culturels. Oui, Romy Rose. On est-tu censé avoir un PowerPoint devant à l'écran? Vous ne l'avez pas? Non. Je suis absolument désolé, effectivement. C'est pas grave. Je vais vous partager ça. Donc, on va aller comme ça. Merci. Ça me fait plaisir, désolé. Et voilà. Donc, j'imagine que c'est mieux comme ça un peu. OK, on va faire ça comme ça. On va mettre une petite foule pour que j'aie l'impression de ne pas parler tout seul. Voilà. Donc, c'est donc l'élément de la culture. Hein? Donc, la définition que je viens de vous lire, bien, vous la comprenez un peu plus dans la mesure où ça n'a pas l'air sorti de mon chapeau. Je l'avais déjà écrit dans mon PowerPoint, donc nécessairement, ça doit être vrai ce que j'avance. Donc, c'est un peu l'idée hein, qu'on partage les éléments de la culture, on va se reconnaître comme étant membre de la même culture.
La culture, contrairement à ce qu'on peut penser, mais elle n'est pas figée, hein. Donc, elle va vraiment évoluer d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas les mêmes personnes, si on veut. On n'est plus des coureurs des bois, hein, et des coureuses des bois. On s'entend bien que nous sommes assez loin de ce type de forme culturelle, hein. Donc, la culture, oui, elle a une force d'inertie dans la mesure où, parce qu'on l'apprend, quelque part, on l'intériorise, on va tenter de la préserver un petit peu, mais évidemment, avec le temps, avec les expériences, hein, qui vont subir une collectivité, nécessairement, cette culture-là va changer, évidemment. Euh, Également, bon, et en même temps que ce n'est pas figé, les sociétés ne sont pas sous une cloche de verre, hein, donc ils n'habitent pas en vase clos. On a des contacts continus entre différentes communautés. On appelle ça l'acculturation, hein, c'est-à-dire l'idée que entre groupes culturels, on s'échange tout simplement des éléments de la culture, hein. On a intériorisé, par exemple, ne serait-ce que par l'alimentation, ben on a intégré, si on veut, dans la culture québécoise, un ensemble d'aliments, hein, qui proviennent d'un peu partout sur la planète, hein. Donc, et même point de vue, par exemple, au point de vue cinéma, au point de vue de la musique, ben, on a également, hein, vécu des échanges culturels entre les différentes communautés à l'intérieur de la planète. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui est partagé, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose, hein, qu'on partage avec différents groupes, qu'on s'échange des éléments de la culture. Mais il faut regarder un peu l'idée. C'est pas parce qu'on se considère comme étant québécois, qu'on vit sur le même territoire, qu'on a toute la même culture. Ça va évidemment de soi. On va aborder plus tard dans le cours directement destiné aux idées de genre, les identités de genre, mais par exemple, il y a une culture féminine quelque part et une culture masculine. On voit que les frontières sont beaucoup plus brouillées qu'on peut bien l'imaginer, mais c'est un exemple. Même si on habite sur le même territoire, on ne partage pas tout à fait la même culture. Ça varie énormément selon les caractéristiques sociales des individus. Par exemple, les gens, on va dire, qui appartiennent à le groupe les plus favorisés versus les groupes les moins favorisés, on voit non plus qu'on n'a pas le même, si on veut, on ne partage pas les mêmes référents culturels, on ne partage pas les mêmes idées de qu'est-ce qu'une vie réussie, hein, les mêmes niveaux, par exemple, le niveau de langage. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, hein, l'émission Les Bougons. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Peut-être un peu l'imaginaire, mais on se rappelle un peu les Bougons qui parlent de même. Ben, ça n'a pas de bon sens. Je ne veux pas faire mon imitation de Bougon parce que je n'ai pas l'imagination qui me vient à l'esprit maintenant, mais on voit un peu l'idée que il y a un registre de langage qui n'est absolument pas le même selon selon les différents groupes sociaux. Ici, vous écoutez Radio-Canada, on sait très bien qu'il y a excessivement un beau parler à Radio-Canada. Donc, on voit un peu, encore une fois, que les éléments de la culture vont varier selon les territoires auxquels on habite, hein. Mais à l'intérieur de la même culture, on voit qu'il y a différents groupes qui vont intérioriser d'autres normes culturelles. Un exemple assez bête, par exemple, moi j'ai un beau-frère, mon beau-frère, il est médecin. Mais son père était médecin, ses frères et ses sœurs sont médecins. Lui, il est médecin, donc les parents considèrent qu'il a réussi sa vie, hein, par exemple, hein, par rapport aux normes de qu'est-ce qu'une vie réussie. Ben, moi, je suis professeur de sociaux, mais si mon beau-frère a été professeur de sociologie au cégep, ses parents auraient sûrement considéré qu'il a échoué sa vie, dans la mesure où on a des espoirs, des attentes en fonction par rapport à nos enfants qui sont associés à notre groupe culturel. Moi, je viens d'un monde où est-ce que mon père était facteur, ma mère était infirmière, je suis prof de socio au cégep. Oh mon Dieu, c'est incroyable, mon fils est professeur de cégep. Donc, on voit encore une fois, selon les groupes sociaux, on n'a pas, si on veut, les mêmes images de qu'est-ce qu'une vie réussie, par exemple, hein, ne serait-ce ici que pour nos enfants. Mais également par rapport à la consommation, par rapport aux endroits où est-ce qu'on va rencontrer des différents partenaires de vie, hein. Par exemple, on voit un peu, bon, la culture varie selon les groupes culturels, mais on ne rencontre pas le même type de personnes, si on veut, dans une taverne avec des machines à sous, avec des vieux tapis brûlés par des mégots de cigarettes, que dans des endroits un peu plus branchés, si on veut, voyons, j'ai l'air nul, j'ai l'air pas branché, hein, de ne pas savoir les rues branchées de Montréal, mais par exemple sur Crescent ou dans les beaux coins de Saint-Henri, tout ça, on n'a pas du tout le même type d'individu. Ça vous est déjà même arrivé d'arriver quelque part dans un commerce, dans un restaurant, dans un bar, n'importe quoi, puis vous arrivez et vous dites, il me semble que je ne fit pas ici. Hein, ça m'est arrivé quelques fois où est-ce que tu dis, oh, je vais essayer de rentrer à cette place-là, tout ça, tu rentres, tu dis, qu'est-ce que je fais ici? Il me semble que ça n'a pas rapport. Puis quand je vois les endroits, disons, plus
taverne peut-être un peu plus branchée, un peu plus quand même, donnez-moi une chance. Ben, je rentre là, puis oh, étonnamment, j'ai du monde qui me ressemble, qui sont habillés à peu près comme moi, qui s'expriment à peu près comme moi, qui consomment à peu près le même type de produits, notamment de l'alcool, que moi, par exemple. Là, tu dis, ah ben, il me semble que on voit un peu que selon les groupes culturels auxquels on appartient, on intériorise une culture différente et que les cultures varient énormément selon les caractéristiques individuelles des individus. Juste comme ça, peut-être mocher la tête, vous voyez toujours mon diapo à l'écran? Pas du tout. OK, c'est ça, je pensais. Hop, on va recommencer ça. Voilà, super. Donc, on voit un peu que la culture, excusez-moi, va varier selon les caractéristiques sociales des individus. Et c'est ce qu'on va appeler, hein, un peu plus tard dans la session, l'habitus culturel, c'est-à-dire la culture particulière qu'un groupe d'individus va intérioriser et qui va finir par le distinguer les uns des autres. Dans mon groupe culturel, on aime beaucoup tout ce qui est le kéfir, tout ce qui est le kombucha, tout ce qui est justement les petites bières de microbrasserie. Puis ça a l'air particulièrement valorisé chez les garçons de mon groupe culturel de pouvoir boire de la bière IPA pour une raison qui m'échappe. Donc, on a un peu, si on veut, des produits culturels qui vont dépendre dans des groupes sociaux et on appelle ça l'habitus culturel. Je te reviens dans un petit instant, Sarah Maud. Donc, on a un peu cette idée-là de l'habitus. Ben, c'est une culture particulière qui est intériorisée à l'intérieur d'un groupe. En gros, on est assez bon pour pouvoir le voir, reconnaître les habitus. On va revenir là-dessus sur le cours destiné à l'identité. L'habitus culturel, c'est quand vous dites ah ben lui, il doit être un tel genre, lui, il doit être un tel genre, lui, c'est un tout croche, lui, c'est quelqu'un de prétentieux. On reconnaît en quelque part les groupes sociaux avec certains éléments culturels. Mais on voit que c'est un peu plus complexe que ça, évidemment. Oui, Sarah Maud. Oui, je me demandais juste si tu peux mettre ton PowerPoint en grand écran. Oui, je peux faire ça, mais là, ça va être très triste parce que je vais perdre. Je vais essayer de me faire juste une petite bande parce que OK. à distance, c'est pas évident à la mesure où j'ai vraiment l'impression de parler à moi tout seul. Mais je vais essayer de me faire un petit groupe d'amis là, à côté là, qui vont pouvoir me confirmer que je ne suis pas absolument tout seul. Ça va bien comme ça? Good, super. Donc, on voit un peu que la culture, hein, on va faire un petit wrap-up, hein, si on veut, c'est des manières de penser, de ressentir et d'agir qui sont partagées et apprises à l'intérieur d'un groupe. La culture va varier avec le temps. On a des échanges entre les différents groupes sociaux, ce qu'on appelle l'acculturation. La culture n'est pas la même pour l'ensemble des individus, même s'ils habitent sur un même territoire. Et également, ça varie énormément d'un groupe culturel à l'autre, hein, donc selon ses caractéristiques sociales. Est-ce que je suis plutôt, mettons, est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que j'habite à tel endroit? Est-ce que j'habite plutôt dans un autre type de quartier? Est-ce que j'appartiens à tel groupe professionnel? Donc, on voit vraiment que ça va varier à ce niveau-là. Et ça peut vous faire des situations un peu étonnantes, hein, qu'on nomme la dissonance culturelle. En gros, vous pouvez être confronté, si on veut, à différents univers sociaux. Puis vous dites, il me semble que c'est bizarre, j'ai comme coincé en quelque part entre deux types de cultures. Hein. C'est un peu mon cas à moi, donc je vais parler de moi parce que je suis un être particulièrement narcissique. Donc, c'est un peu l'idée que, par exemple, moi, je viens d'un monde ouvrier. Hein. Quand j'étais jeune, on mangeait du ballonné, on mangeait des petites frites, puis on mangeait du spaghetti catelli et les petits gâteaux vachons. Hein. On peut imaginer un peu, puis on avait un bon petit verre d'orangeade ou d'orange croche si on veut, pendant le souper. On va revenir plus tard sur le cours de la socialisation. Qu'est-ce que ça implique par rapport aux soins de santé? On va y revenir. Mais donc, je suis un peu coincé entre ce monde-là et le monde que j'ai commencé à côtoyer une fois que je suis allé à l'université. Là, je suis devenu professeur. Il faut que je fasse un peu attention à la manière par laquelle je m'exprime. Donc, on voit un peu que chez le même individu, il peut y avoir différents univers culturels qui vont cohabiter. On appelle ça la dissonance culturelle, hein, le fait un peu que j'habite dans deux mondes, j'ai comme le pied entre deux espaces. Hein. Vous vivez possiblement ça, c'est très possible, hein, c'est rare qu'on est juste dans un monde culturel, mais par exemple, moi je le vis à chaque semaine, du moins avant la pandémie, quand je passais de mon monde si on veut, du cégep avec mes professeurs, mes collègues et tout ça, et que j'allais jouer dans ma ligue de garage avec les gars de la construction qui buvaient des grosses 50 après la game. Hein, donc, on voit vraiment qu'on est dans deux mondes culturels relativement différents, si on veut. Hein. Donc, l'individu peut être amené à côtoyer différents mondes culturels et cet individu-là va finir par intérioriser plusieurs mondes culturels donc il va pouvoir dans lesquels il va pouvoir se mouvoir. Hein. Donc, la culture, définition un peu générale, hein, c'est un peu ce qu'on vient de voir à ce niveau-là.
Ah oui, ça, on pourrait peut-être en parler. Bon, on en reparlera un peu plus tard. Revenons à notre... J'ai quelques exemples hein, d'éléments associés à la culture, hein, juste du point de vue de langage, si on veut. On a les symboles et le langage. Ben, les symboles, c'est un peu hein, tout ce tout dans le fond, tous les objets, les images qui représentent quelque chose hein, aux yeux de celui qui la regarde. Image classique. Hein. Si je vous dis quel est le symbole de la paix, si vous me dites un arme à feu, il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas compris et que je me méfie un peu de vous, ben, vous allez dire la colombe. Hein? Mais pourquoi est-ce que la colombe blanche a fini par signifier la paix? Ben, on voit un peu que c'est comme un élément qui représente quelque chose d'autre hein, par association. Hein. Par exemple, les signes religieux, si je vous fais ça, ben, théoriquement, vous pensez à Jésus. Hein, ben, donc, vous voyez un symbole qui représente quelque chose d'autre. Mais on peut aller un peu plus loin hein, dans les symboles. Par exemple, les meubles, les vêtements que l'on porte ont une signification. Hein. Quelques exemples. Vous avez sûrement vu un bureau de patron versus le bureau de l'adjointe ou de la personne secrétaire, par exemple. On dit adjointe administrative aujourd'hui. Donc, vous voyez déjà que quand vous entrez dans un bureau, est-ce qu'il y en a déjà qui sont déjà allés à la banque, par exemple? Ben là, vous êtes peut-être un peu jeune là, pour aller négocier votre prêt hypothécaire, j'en conviens. Je n'ai jamais fait ça non plus, je suis dans un appartement, fait que je n'essaierai pas de faire. Voilà. Mais on a un peu l'idée que ben, vous êtes déjà allé au cégep, hein, même le cégep. D'ailleurs, ce serait rigolo que si vous y allez, il y a des bureaux qui sont associés directement au service aux étudiants. Puis il y a des bureaux, par exemple, qui sont ceux de l'administration. Mais déjà, quand on rentre dans un ou l'autre, on n'a pas du tout le même type de mobilier. On n'a pas du tout le même type d'ambiance également dans les différentes pièces. Bien, c'est un peu l'idée que par le mobilier, on va envoyer un message. Je suis quelqu'un d'important parce que mon bois, voyez-vous, j'ai une essence de bois qui est très, très riche. J'ai des divans de cuir. J'ai une bibliothèque, par exemple. Hein. Je suis le seul cours que vous suivez à distance, mais vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il y a beaucoup de professeurs qui, comme par hasard, ont une bibliothèque derrière eux dans leur background d'images sur Zoom. Hein. Mais c'est justement l'idée que j'essaie de m'associer à ma bibliothèque pour amener une image de connaissances et de compétences. Hein. Dans le fond, peut-être que peut-être que c'est une fausse bibliothèque, vous n'avez absolument aucune idée, mais on voit un peu l'idée que c'est un symbole hein, associé à la connaissance, à l'érudition, si on veut, au sens très, très large. Également, quelque chose de rigolo, c'est la présence des fenêtres dans les bureaux. Hein. Les fenêtres sont associées à un signe de prestige social. Lorsque vous avez une fenêtre dans un bureau, habituellement, vous occupez une position un peu plus élevée dans la hiérarchie. Et c'est très, très drôle. Dans les différents cégeps, il y a vraiment une lutte à la fenêtre. Hein. Vous avez sûrement vu, vous êtes déjà allé voir vos professeurs des fois dans leur bureau. Un petit peu, peut-être pas encore, vous commencez quand même un petit peu, mais vous regardez voir s'ils ont une fenêtre ou pas. Habituellement, c'est la personne qui n'a pas de fenêtre, ben, c'est quelqu'un de relativement nouveau, puis les anciens ont des fenêtres. On voit un peu l'idée que c'est associé à un symbole de prestige, avoir une fenêtre, au-delà de l'idée que c'est plaisant d'avoir de la lumière de l'extérieur. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que je n'ai pas de fenêtre, puis que je m'éclaire avec des néons très sympathiques dans mon bureau de professeur. Ben, on voit encore un peu cet élément-là ici qui est associé à la notion de prestige. C'est encore une fois, des symboles. Hein. On va revenir un peu plus tard dans le cours sur l'identité là-dessus. Ben également, les symboles, par exemple, les vêtements en font partie. Vous êtes peut-être déjà allé dans un enterrement. Vous savez qu'il ne faut pas s'habiller en rose à un enterrement. Ça peut être particulièrement mal vu. On essaie de privilégier le noir, par exemple. Donc, une couleur qui est associée, par exemple, au deuil, hein, un autre symbole culturel. Il n'y a rien de biologique qui fait en sorte qu'on associe le noir à la mort. Hein. Il n'y a pas nécessairement de lien avec ça. Donc, n'arrivez pas habillé avec un beau complet blanc, si on veut, lors d'un enterrement. Ça peut passer quand même assez mal auprès de la famille des endeuillés. Hein. Autre élément de habitude culturelle, je ne peux pas encore m'empêcher de vous raconter une histoire. Donc, je l'ai le péter un peu, mais bon, je fais ce que je veux. Hein, voilà. Je suis dans une habitude culturelle qui est un peu plus valorisée, du moins, toujours relatif, par rapport à mon grand frère. Mon grand frère qui est un facteur qui habite à Marieville. Hein? Ben, mettons, on est allé à un enterrement à un moment donné. C'est l'enterrement de ma grande-tante. On s'en fout. Bref, c'est ma grande-tante. Ouais. Puis ben, elle est décédée. Parce que sinon, ça n'a pas. Bref, on va. Enterrement de ma grande-tante.
Et bien évidemment, le monde arrive, hein, puis des fois, tu peux reconnaître un petit peu l'habitude culturelle des individus selon la manière par laquelle ils vont se vêtir lors de l'enterrement. Moi, mon plus jeune frère, hein, procureur à la couronne, on arrive genre pas complet, mais genre veston, pantalon propre et tout ça. Et mon grand frère arrive en shirt avec des souliers de course et un chandail avec une marque X dessus, j'ai tout simplement oublié. On voit un peu qu'il y a une différence de code culturel intériorisé dans le cas de ces deux individus-là. Hein, c'est un peu un exemple d'habitude culturelle, mais également de symbole qui est utilisé ici par les individus. C'est mon petit exemple de mon grand frère un peu intense. On va en discuter tout le long de la session de ce frère-là en question. Donc, on a un peu l'idée hein, qu'on a des codes qu'on utilise, hein, si on veut, pour chacun des événements. Dans les espaces qui sont clos, par exemple, la prison ici, c'est tiré de Orange is the New Black. Vous voyez ici que je suis très à l'aise en anglais. Eh bien, on a également l'utilisation, par exemple, des vêtements, des uniformes pour distinguer les catégories de détenus, mais également des gardiens. Hein, c'est un ensemble d'éléments qui sont des symboles. Hein, donc, on associe rapidement, OK, tu es habillé en bleu, tu dois être une ancienne, tu es habillé en beige, tu dois être une nouvelle. Donc, on a encore une fois ici l'utilisation de symboles. Ici, j'ai pris un individu un petit peu hipster, hein, je pense qu'on peut quand même le souligner. Mais encore une fois, ici, on voit que les vêtements sont utilisés comme élément de démarcation sociale. On va revenir sur l'identité. On a quoi? Qu'est-ce que vous voyez qui vous fait associer ça au groupe, par exemple, des hipsters? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez spontanément comme symbole utilisé par l'individu? On jase un petit peu. Les tatous, la barbe. Hein, les tatouages, déjà, tout à fait. Vous avez souligné la barbe. Ah oui, c'est effectivement un symbole. L'habillement. L'habillement en général, hein, les fameuses petites bretelles, la fameuse cravate un petit peu courte, la chemise blanche avec les manches courtes, les tatouages, mais également pas n'importe quel. Il n'y aura pas de petits papillons hein, également dans ces genres de groupes-là. Donc, on voit qu'on a un ensemble d'éléments. On va revenir sur le cours sur l'identité, mais qu'on repère les symboles. Hein, pour identifier l'individu appartient à quel groupe social hein, plutôt qu'à un autre. Donc, encore une fois, ici, ce sont tous un ensemble de symboles. Si revenons un peu plus tard, mais également le langage. Hein, le langage, ça va faire partie, évidemment, ça nous permet de communiquer, évidemment, ça va de soi, ça nous permet d'interpréter le monde, le langage, mais le langage, on voit un peu qu'on a un type de langage qui va dépendre selon notre classe sociale. Est-ce qu'on a un langage plutôt soutenu ou on parle comme on veut un petit peu tout croche? Hein? Donc, on a un langage soutenu, un langage plus commun et le langage, disons, populaire. Donc, évidemment, même si c'est plus fort que nous, on va avoir tendance à classer l'individu selon justement le type de langage qui va être utilisé par la personne. Hein? Donc, le niveau de langage, on voit également que ce n'est pas juste des mots. Hein? Les mots peuvent être chargés symboliquement. Il peut y avoir une charge émotive, par exemple. Hein, si je vous dis quelqu'un qui est sur l'assistance sociale, vous dites, OK, c'est un terme plutôt descriptif. Si je vous dis un BS, bien déjà, on n'a pas la même représentation de ce qu'est l'individu en utilisant des mots de langage. Hein, donc, les deux grands premiers d'éléments associés à la culture, les symboles et le langage. Retenez, hein, surtout pour vous éventuellement hein, dans votre travail plus tard, le niveau de langage. On va voir d'ailleurs que le niveau de langage, même s'il sert à différencier les individus, on doit faire attention à ne pas le considérer comme étant un révélateur ou non de l'intelligence de la personne qui va utiliser un niveau de langage plutôt qu'un autre. J'avais également ça, bon, on va revenir. On peut quand même l'utiliser, hein? Par exemple, par rapport aux symboles. On voit un peu l'idée que les dents en font partie. C'est un signe de distinction sociale et vous n'allez sûrement pas avoir la même réaction devant un individu selon le type de bouche, si on veut, hein, qui va avoir cette personne-là. Vous allez peut-être considérer une personne comme appartenant à une plus haute classe sociale plutôt qu'un autre uniquement en fonction de son hygiène dentaire. Hein? Donc, on voit un peu ce truc-là. Mais là, je vous ai mis quelques exemples parce que vous savez que votre enseignant va évidemment se renseigner sur les sites de gossip. Très intéressant, ces choses-là. Donc, je vous ai mis quelques exemples que l'idée des dents, on voit un peu que c'est culturel, mais également hein, que ça semble particulièrement important. OK, je l'ai ici, excusez-moi. Donc,
Je l'ai pris 21 célébrités avec des chirurgies dentaires. Hein? Donc, on voit vraiment de la haute voltige dans vos cours de sociologie. Mais c'est un peu cette idée que ben, les dents envoient un message. Hein, envoient un message également. Ce n'est pas juste pour pouvoir s'alimenter et qui va pousser également hein, des individus à vouloir avoir, si on veut, des dents qui sont considérées comme étant plus valorisées, c'est-à-dire des dents particulièrement blanches, mais également des dents qui sont bien droites. Hein, donc, on a vraiment ce truc-là. Tom Cruise, il est considéré comme un beau garçon, sûrement par plus vos mères que vous, là, parce que vous n'êtes pas dans la même génération, évidemment. Tom Cruise a quand même changé. Hein, quand même avec le temps. Donc, on voit ici, si on veut, que les dents envoient un message hein, aux individus et que c'est quelque chose qui est considéré comme étant que culturellement, on voit que la dent particulièrement blanche est bien limée, elle est particulièrement valorisée. Hein, j'ai Sheryl Cole, que j'ai aucune idée c'est qui. On voit encore une fois cette même idée-là. Hein, si on veut que les dents qui sont considérées comme étant moins considérées socialement ont graduellement tendance à disparaître chez l'ensemble des individus hein, qui appartiennent au monde artistique. Zac Efron, hein, voilà, qui avait une petite séparation et des dents un peu moins blanches. On voit encore une fois une tendance chez ces individus-là qui est culturelle. Hein. Encore une fois, j'ai quelques exemples qui, un peu plus tard, de la même manière. Hilary Duff, hein, encore une fois, la même chose avec des dents qui étaient un peu moins droites, un peu moins blanches également. On voit un peu cette tendance-là chez les stars, mais tous ceux également qui peuvent se le permettre et qui considèrent ça comme étant légitime, à subir des chirurgies esthétiques. Hein, Nicolas Cage, ici encore une fois la même chose. On voit que c'est le même modèle de dents qui est utilisé à l'ensemble des individus. Fait qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est socialement valorisé dans le fait d'avoir des dents de ce type-là. On va voir que ça n'a pas toujours été le cas dans l'ensemble des sociétés et que justement, c'est un symbole de succès, un symbole, si on veut, de bonne santé au sens large. On va passer ce qui est pas. George Clooney, un peu une fois la même chose. Hein, vraiment, les dents blanches apparaissent massivement, les dents particulièrement bien droites. Hein, ici, on a Push Pies, yeah. Un peu la même chose. Donc, on a un ensemble de stars ici. Ben Affleck, là, on est un peu jeune. On va lui laisser une chance là, au petit Ben. J'ai aucune idée c'est qui. 50 Cent également, hein, qui avait une grosse séparation. Encore une fois, absolument tendance à disparaître. Donc, on voit que c'est un élément qui pousse un peu plus loin que la seule hygiène ou la seule capacité à bien pouvoir s'alimenter avec des dents qui sont conformes au point de vue médical. C'est également un élément qui est profondément culturel. Hein. Ici, voilà, j'ai complètement oublié c'est qui. Demi Moore, hein, encore une fois, la même chose. Et si vous regardez des anciens films, c'est assez rigolo. Hein, les films des années 90 où les stars n'ont pas les dents aussi blanches qu'aujourd'hui, mais également des dents qui sont, si on veut, un peu moins régulières, hein, à quelque part, chez l'ensemble des individus. On peut peut-être passer rapidement. Là. Mike Tyson avec les petites dents noires, on va revenir. Céline Dion, hein, qui a subi énormément de chirurgie plastique, contrairement à ce qu'elle veut bien l'admettre. Bon, on le voit bien, par exemple, avec les dents, encore une fois, à ce niveau-là. Donc, on voit un peu hein, que les dents, ça dépasse la notion d'hygiène essentiellement pour dire c'est également un symbole qui véhicule un message hein, associé à, on pourrait faire une étude là-dessus, là, mais on peut voir rapidement la notion de succès, de prospérité et de santé au sens large. Hein, ça dépasse la notion purement médicale de la chose. Les valeurs et les normes. Hein, ce sont quand même des éléments sur lesquels on va revenir énormément pendant la session. Les valeurs, c'est tout ce qui est les idéaux, les principes moraux qui sont propres à une société, qui va vraiment faire en sorte qu'on va distinguer les comportements qui sont considérés comme étant acceptables ou souhaitables par les membres de ce groupe-là. Hein, donc, par exemple, un peu cliché, hein, le respect, l'autonomie, la responsabilité, la valeur particulièrement importante aujourd'hui d'authenticité, hein, d'être soi-même, qui est particulièrement valorisée. Donc, les valeurs, c'est vraiment les idéaux, des principes qui sont moraux. Chaque société a leurs valeurs, évidemment, des valeurs qui, des fois, sont plus valorisées, hein, c'est un peu embêtant, mais qui sont plus valorisées d'une société à l'autre, mais on voit un peu que la notion de respect et d'autonomie, comme dans mon exemple avec les files d'attente un peu plus tard, toutes les sociétés vont codifier c'est quoi le respect, mais la codification peut être complètement différente d'une culture à l'autre. On va revenir un peu plus tard sur les cours sur la diversité culturelle au sens large, mais dans les groupes culturels, on va avoir des comportements plutôt que d'autres qui peuvent nous sembler étonnants et qui sont absolument normaux à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, les idéaux, les principes moraux, on est vraiment dans l'ordre des valeurs.
Les normes, elles, sont plus directes, sont plus précises. C'est directement comment toi, tu dois agir. Hein? Par exemple, la norme de respect, encore une fois, genre j'ai une valeur de respect, mais j'ai les normes qui vont baliser la valeur. En gros, qu'est-ce que je dois faire pour être considéré comme étant respectueux? Ne pas couper la parole, ne pas insulter les gens, tenir la porte à la personne qui me suit. Hein? Donc, on a vraiment un ensemble de normes qui vont baliser qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut également penser dans telle ou telle situation. Donc, les valeurs, c'est vraiment très, très large. Hein? C'est vraiment les idéaux, les principes moraux, mais concrètement, dans nos comportements quotidiens, on a vraiment un ensemble de normes qui va baliser ce qui est considéré comme étant acceptable pour les différentes personnes à l'intérieur d'un groupe social. Bon, j'ai quelques exemples ici. Hein. Par exemple, les notions de normes, les normes peuvent être formelles et informelles. Les normes formelles, c'est tous les règlements. En gros, c'est le code de conduite, le code de déontologie, tout ce qui est directement écrit. Et on a les normes informelles. Ce n'est pas écrit, mais c'est partagé à l'intérieur du groupe. L'hygiène corporelle, hein, par exemple. Eh bien, l'hygiène corporelle, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ça a énormément varié d'une époque à l'autre. Hein. L'hygiène corporelle, petite histoire comme ça, Louis XIV prenait, qui était quand même roi de France, c'est quand même quelqu'un d'important. Donc, Louis XIV prenait environ 2 bains par année. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez combien de bains par année? J'imagine que c'est plus que 2. Donc, il y a comme une espèce de norme informelle qu'il faut prendre un bain ou une douche, là, vous verrez. Un bain ou une douche à chaque jour, ou du moins dire aux individus qu'on prend un bain ou une douche à chaque jour. Hein, même si on en saute une fois de temps en temps, ça peut arriver. Ah ben non, à chaque jour, je prends. Donc, on a un peu cette norme-là au point de vue, par exemple, ici, de l'hygiène. La même chose, évidemment, pour le brossage de dents. Vous en conviendrez, on est directement avec vous dans ce domaine-là. Mais toutes les grandes balises de l'hygiène corporelle, si on veut, ce sont essentiellement les normes informelles. Il n'y a pas de policier qui va vous arrêter parce que il semble qu'aujourd'hui, tu sens un peu le swing, il n'y a pas de policier. Par contre, l'entourage va peut-être faire c'est justement une réaction à l'enfreinte d'une norme informelle. On va revenir là-dessus sur le cours de déviance et de contrôle social. Donc, on a les normes d'hygiène. On a également toutes les normes au point de vue de l'esthétisme. On avait déjà un peu évoqué. J'ai un peu évoqué un petit peu avec la notion des dents, par exemple, mais même sur les couvre-chefs, sur les chapeaux. Hein, la grande mode, encore une fois, dans le bon vieux temps du Louis XIV, c'était de porter de belles perruques, à la fois pour les hommes et pour les femmes, ce qui peut nous sembler un peu étonnant aujourd'hui, hein, que les hommes portent des perruques. Les juges, je crois que ce sont les derniers qui portent encore des perruques, mais également les perruques étaient codifiées. Plus votre perruque était haute, plus vous étiez haut dans la classe sociale. En gros, vous ne pouvez pas avoir de perruque plus haute que la reine, par exemple, sinon vous passez un mauvais quart d'heure. Hein? Et l'histoire raconte que Marie-Antoinette avait une perruque tellement haute un jour qu'elle est passée en dessous d'un, j'ai oublié le mot, j'étais un peu dégoûté, un chandelier, et que sa perruque a, comme on dit, pogné en feu. Il faut faire attention avec vos perruques quand on passe en dessous des chandeliers, sachez-le. Donc, on a un peu, encore une fois, des normes esthétiques. J'avais un peu évoqué un peu plus tôt la notion de la blancheur de la peau versus avoir une peau plus bronzée. Mais si vous allez en Asie, vous serez étonné d'apprendre que là-bas, et c'est particulièrement important d'avoir la peau la plus pâle possible. C'est pour ça que si vous promenez à Brossard des jours de soleil, vous êtes peut-être étonné de voir que il y a des vieilles madames asiatiques qui se promènent avec des parapluies. Qu'est-ce qu'ils font? Il ne pleut pas. Mais c'est l'idée un peu, encore une fois, encore cette norme-là que si vous avez la peau plus blanche, vous êtes plus haut à l'intérieur de la société. D'ailleurs, ça m'a bien étonné en Thaïlande quand je me promenais sur les plages. Je suis avec ma copine d'ailleurs, hein, il n'y a pas de truc louche Thaïlande. Bon, ça c'est dit. Donc, je me prenais sur les plages en Thaïlande avec ma copine et on était un peu étonnés de voir que les touristes chinois se promènent, ils vont se baigner en wetsuit. Ils ont un habit de plongée, si on veut, qui va jusqu'ici, puis qui font vraiment attention de ne pas aller au soleil. Hein. C'est particulièrement valorisé là-bas d'avoir la peau particulièrement blanche. Donc, encore une fois, on voit ici qu'il y a des normes esthétiques qui vont varier d'une société à l'autre. Donc, on retient les valeurs, c'est les idéaux, les principes moraux. Les normes, c'est concrètement comment je dois me conduire. Les normes, il y en a 2 types. Les normes formelles, directement inscrites dans un code de loi, et les normes informelles qui sont plutôt de l'ordre de l'interaction, comment je dois me conduire au quotidien.
Et ça va assez loin. Tous nos comportements sont codifiés par des normes informelles. Un exemple assez bête étant, par exemple, qui va mélanger normes et habitus. Vous allez voir un petit peu. Moi, j'ai 2 grands groupes d'amis dans la vie. J'ai mes amis qui ont fait des DEP en construction puis en mécanique automobile, puis j'ai mes amis d'université. Mais évidemment, on n'agit pas de la même manière, par exemple, quand je vais, par exemple, recevoir ces amis-là. Mes amis de, si on veut, DEP, mécanique et tout ça, eux autres, c'est pas compliqué. Tout le monde a même sa bière. C'est la bière, essentiellement, ça va être de la bière classique, là, de la 50, de la black. Vous voyez un peu l'idée. Hein? Vous voyez un peu l'idée. Et on va faire des barbecues. C'est pas plus compliqué que ça. Puis il faut absolument qu'il y ait de la viande, hein, si possible, et des patates dans l'assiette. Viande, patate, c'est un classique. Si je vais, par exemple, chez mes amis d'université, bien souvent, il y a quelque chose qui apparaît, c'est le fameux cadeau d'hôte, hein, qui n'est absolument pas présent chez mes amis de construction. Il faut apporter un petit cadeau à l'autre pour bien signifier que nous apprécions d'avoir été invités. Également, pour ce qui est de la nourriture, on va aller chercher quelque chose de plus sophistiqué, hein, faire des mets un peu plus... je vais faire une petite nourriture fusion coréenne. Je vais essayer d'aller dans la sophistication. Et d'ailleurs, ça faisait bien rigoler mes amis d'université, un peu snob quand même quelques-uns, quand j'arrivais avec ma grosse canette de la Basse 50, parce qu'on a vu tantôt dissonance culturelle. Hein, ça veut dire qu'on peut être à peu près dans les 2 univers culturels à la fois. Donc, il y a toute une norme qui va baliser. Pensez même à la manière que vous avez de vous alimenter. Hein, mon père a bien de la misère avec moi quand je mange avec lui, parce que j'ai tendance à manger mes légumes pour une raison qui m'échappe avec mes doigts, avec mes mains. Ça va bien, pas ma salade, là, je veux dire, des petits pois, des choses comme ça. Mais mon père, il capote absolument parce que pour lui, c'est la norme. Tu dois utiliser ton couteau et ta fourchette. Et d'ailleurs, c'est très rigolo. Si vous avez, il y a des vidéos là-dessus, hein, comment bien manger des chips en bonne société. C'est quand même particulièrement compliqué avec, vous vous en doutez bien, un couteau et une fourchette. Hein? Donc, c'est quand même particulièrement rigolo. Donc, vraiment, toutes les normes qui vont baliser nos manières d'être. On va revenir également sur les plus clichés, masculins, féminins. On va voir, c'est plus compliqué, mais quand même des normes qui sont associées à ça. Ne serait-ce que la fameuse longueur de cheveux. Hein? Quand j'étais jeune, tu avais un gars qui avait les cheveux longs. Ça n'allait pas bien. Aujourd'hui, on est quand même un peu plus balisé, mais quand je vois ici que majoritairement, les femmes de la classe ont les cheveux longs, ce n'est pas quelque chose auquel vous pensez. Bon, les filles, c'est les cheveux longs. C'est une norme associée au genre féminin, qui évidemment est critiquée évidemment, pour toutes sortes de bonnes raisons. Donc, un peu, hein, les normes, c'est comment qu'est-ce qui va venir baliser nos comportements. Si nous revenons un peu sur les normes, hein, j'en ai quand même une qui est assez rigolote, que je mettais avant la pandémie, mais que je trouvais ça quand même rigolo de vous l'amener, les fameuses bulles sociales. Hein, c'est-à-dire qu'on a une bulle sociale qui va dépendre selon les différentes sociétés. Hein. En Amérique du Nord, on a une bulle avec les étrangers qui est assez grande. Vous avez déjà pris le métro, l'autobus, j'imagine. Est-ce que vous appréciez qu'un inconnu est particulièrement proche de vous avant la COVID? C'est une autre chose. C'est comme vous vous sentez envahi à quelque part. Comme, dans ma bulle, dans ma bulle. On voit un peu que culturellement, selon notre culture, on va avoir des bulles qui vont être différentes. Encore une fois, un autre type de norme. Surtout s'il y a si le wagon est vide, puis vous êtes assis, puis il y a un inconnu, on va dire que c'est une femme parce que ça serait moins louche, là. Une femme qui arrive et qui se met à côté de vous, vous allez vous sentir particulièrement agacé. Pourquoi tu t'en vas pas là-bas? Qu'est-ce que tu fais à venir te coller à côté de moi? On a cette fameuse bulle, hein, si on veut, personnelle. Et on voit un peu que la bulle personnelle, elle a été profondément déstabilisée, par exemple, avec la COVID. Bulle personnelle, avec nos amis, c'est environ 30 cm. Tu ne veux pas que ton ami soit vraiment, vraiment proche de toi, mais tu peux être proche. Il n'y a absolument pas de problème. Mais ce qui déstabilise nos normes, si on veut, avec la COVID, c'est-à-dire que nos amis, il faut qu'ils soient loin. Vous avez tous vécu la situation malaisante de dire salut à votre père, vous peut-être pas parce que vous habitez sûrement pour la plupart avec eux, mais de dire salut avec des beaux amis, je ne sais pas trop, admettons que vous respectez les règles de confinement. Puis là, vous êtes loin, puis faites comme ouais, salut, ouais, c'est le fun, là, comment ça va? Hein? On devrait prendre un café, puis là, tu es à 2 mètres de distance. C'est quand même particulièrement déstabilisant. Pourquoi? Parce que culturellement, on a intériorisé l'idée que tu es supposé être proche de moi, je suis déstabilisé, c'est pas supposé être ça. Ne serait-ce même que les formules de politesse, sûrement, vous voyez un ami, puis qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans les bras, vous donnez la main si vous êtes un vrai gars, puis vous donnez les mains. Mais sinon, peut-être que vous donnez des becs s'ils jouent, je n'ai absolument aucune idée. Mais encore une fois, la même chose, profondément déstabilisé par la COVID. Et c'est particulièrement dur pour mes amis français qui sont habitués de donner des becs sur les joues et que là, ils sont considérés comme des pestiférés dans ces situations-là. C'est très rigolo.
D'ailleurs, pour la petite histoire, si vous allez au nord de la France, on donne 2 becs sur les joues et dans le sud de la France, c'est 3 becs sur les joues. Il faut savoir ces codes-là. Donc, l'ensemble d'éléments, je vais un peu dans l'anecdote, mais juste pour que vous saisissiez un peu l'idée, la profondeur du monde culturel que l'on intériorise et qui, pour nous, va absolument de soi. Donc, pour les normes, les bulles sociales, c'est un peu ça qui est profondément déstabilisé par la COVID. Le statut social et le rôle social. En gros, ce n'est pas très compliqué. Le statut social, c'est où vous êtes dans la société. Hein, on l'appelle donc l'aspect positionnel. Hein. En gros, mais, toi, tu es où dans la société? Tu as des statuts sociaux qui sont considérés comme étant plus prestigieux que d'autres. On s'entend, le plus souvent, dans nos sociétés, c'est le métier qui va avoir tendance à être un gage de statut social. Si je vous dis, j'ai 2 individus à vous présenter pour être l'homme de votre vie. J'ai un médecin et j'ai un éboueur, lequel que vous allez choisir. Bien, déjà, vous avez commencé à y penser, OK? Bien, donc, c'est une notion de statut social. Ça veut dire que les individus, on vit dans des sociétés qui sont inégalitaires. Il y a des statuts sociaux à chacun des individus. Le terme statut social, c'est vraiment quelle est la position que vous occupez à l'intérieur de la collectivité. On va voir un peu plus tard dans les cours sur déviance contrôle social que le fait d'avoir un statut social va également avoir beaucoup d'influence sur la possibilité que vous soyez considéré comme une personne déviante ou non. On va en revenir là-dessus. En gros, il y a beaucoup plus de marge de manœuvre pour les gens qui ont un plus haut statut social et qu'on juge très sévèrement ceux qui ont un faible statut social. Le rôle social, lui, c'est concrètement comment vous devez agir au quotidien en fonction de votre statut social. Image classique, 1950, dans la famille traditionnelle, on a un statut social, soit qu'on est un père, soit qu'on est une mère. On n'a pas le même rôle social en fonction de notre statut. Si vous êtes un père, vous avez l'image classique salarié, pourvoyeur. Pour parler à vos enfants, c'est essentiellement par le biais de la discipline. En gros, vous travaillez, vous vous faites servir le soir quand vous arrivez à la maison et vous chicanez vos enfants. C'est essentiellement ça votre job comme père dans les années 50 à l'intérieur de la famille. Et si vous êtes une mère, vous avez l'ensemble des tâches domestiques, l'éducation et le soin des enfants. Donc, on voit un peu l'idée. Un statut social est associé à un rôle social. Concrètement, comment vous devez faire pour jouer votre statut social. Image classique, moi, mon statut social, dans le cas ici, donc, je serais professeur et vous êtes étudiant. Bien, on n'a pas les mêmes rôles à l'intérieur d'une situation. Si j'étais professeur, je le suis professeur, mais si en tant que professeur, je ne vous envoie pas de notes de cours, je ne vous donne pas de cours, je m'assieds devant vous, puis je ne fais rien dans le fond, puis je fais juste jaser un petit peu comme ça, vous allez dire, il me semble qu'il ne fait pas sa job de prof. C'est un peu l'idée. Je ne fais pas le rôle social associé au statut social de professeur. Statut social, on va revenir là-dessus sur le cours sur l'identité. On va pouvoir préciser un peu exactement c'est quoi, mais retenez pour l'instant, la position que vous occupez dans la société s'appelle un statut social et comment concrètement vous devez agir, ça s'appelle le rôle social qui est toujours associé à un statut social. Donc, on a un peu ces 2 grands éléments-là qui vont venir être particulièrement pratiques lorsqu'on va parler des statuts sociaux et de l'interaction sociale. Je vous donne un peu une avance à quelque part. Hein. Ça veut dire, vous avez dans une situation, vous ne connaissez pas la personne, vous allez essayer de repérer certains symboles, certains marqueurs d'appartenance. C'est-à-dire, lui, il est comme ça, il est habillé de même, il a les cheveux comme ça, il est habillé comme ça, il s'exprime de telle manière, il a l'air de... Hein? On a un peu l'idée, donc, vous essayez de définir qui est en face de vous. Vous allez avoir certaines attentes en fonction de cet individu-là. Donc, avec des marqueurs sociaux, vous allez identifier qui est devant vous, l'identité sociale de la personne, et vous allez avoir certaines attentes sociales en fonction de cette personne-là. Ce qui nous amène un peu l'idée. Hein, par exemple, si je vous dis, là, je suis dans le très cliché, hein, une mère hein, qui par exemple, il y a des cas un peu qui choquent un peu l'imaginaire. Une mère qui quitte le foyer familial et qui ne réclame pas la garde de ses enfants. Oh, mon Dieu, c'est une mauvaise mère. Mais on voit un peu l'idée, encore une fois, hein, on a un statut social à mère, on a un rôle et supposé vouloir s'occuper de ses enfants et on va juger l'individu en fonction de ce qu'on pense être
le rôle associé à la maternité. Hein. Donc, je vous dis cet exemple-là parce que j'en ai eu dernièrement, puis ça avait vraiment profondément choqué. Moi, je trouvais ça comme, là, c'est un humain. Là. Bref, on va regarder un peu cette idée-là. Donc, on retient statut social, la position que vous occupez, le rôle social, hein, ce que vous devez concrètement accomplir au quotidien comme rôle. Là, je vous dis beaucoup de choses. Hein. Je ne veux juste pas que vous vous sentiez noyé à travers tout ce que je vous dis. L'idée, c'est surtout d'introduire certains termes. Hein. Je ne vais pas vous poser des questions super tricky et tout ça. Vraiment, juste retenir un peu les termes. C'est quoi une valeur? C'est quoi une norme? C'est quoi un statut social? C'est quoi un rôle social? Ça convient. Hein. Juste que je mets un petit peu de chair autour de l'os. Voilà. Est-ce que vous êtes perdu jusqu'à maintenant? Parce que je peux modifier la chose. Est-ce que je dis trop de choses? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est pas si pire? Notez pas tout. Hein. Mes exemples ne sont pas pertinents. Là. Ben oui, pertinents, mais je veux dire, ils ne sont pas à l'examen, si on veut. Là. Ça va, pas pire? Oui, on continue. C'est bon. Donc, on a également, on achève, hein, rassurez-vous, on a également les rites, les traditions et les croyances, hein, qui font vraiment des éléments propres à la culture. Les rites, c'est tous les gestes qu'on fait. Mais ça, c'est assez rare dans nos sociétés d'aujourd'hui. Hein. Mais tous les gestes, les paroles qu'on fait, dans le fond, hein, qui sont vraiment associés à une tradition, hein, qui obéit à des règles qui sont immuables. L'image classique, le baptême est un rite. Hein. Vous voyez un peu l'idée, le prêtre fait ses paroles qu'on ne comprend pas trop, des fois s'il parle en latin, mais là, seulement il parle en français maintenant. Il va prendre le bébé, il va le mettre dans l'eau, il va faire un signe de croix. Voyez-vous, le baptême, tel qu'on voit aujourd'hui, puis il y a 20 ans, ça ressemble pas mal à la même chose. Évidemment, ça a évolué avec le temps, hein, mais quand même, on retient cette idée-là. Les rites, c'est quelque chose que l'on fait, en quelque part, hein, qui a, évidemment, qui obéit à une forme de tradition. Hein. Les rites religieux en sont. Pour ceux qui pratiquent du sport, peut-être qu'ils ont des petites superstitions, hein, mais ce sont de type un peu des formes de rites. Hein. Moi, par exemple, je joue au hockey, comme je l'ai dit, je suis gardien de but au hockey, mais j'avais tendance pendant longtemps à mettre la patte gauche avant la patte droite et des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est un peu l'idée. On a certains rites, hein, des petites choses que l'on fait de manière un peu mécanique, hein, quelque part, auxquelles on ne réfléchit pas. Puis, on se dit, il faut absolument que je fasse ça, sinon, ça va échouer. Hein. Donc, c'est un peu l'idée que si vous êtes, par exemple, un sportif, aussi avant vos examens, vous faites une petite routine avant un examen, puis ça donne que vous ne pouvez pas la faire, vous allez dire, ah mon Dieu, c'est sûr que je vais échouer mon examen, je n'ai pas réussi à faire ma petite routine. Hein. Donc, on a ces fameux rites-là. Dans les rites, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des rites de passage. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Rite de passage, par exemple, ça peut être le bal de fin d'année en secondaire 5, hein, qui dit on a fini le secondaire, on est comme devenu un adulte après le fameux rite de passage. Mais dans le bon vieux temps, il y avait des pas mal plus rigolos. Hein. Par exemple, celui-ci, j'ai oublié c'est où, je suis désolé, je vais vous dire ça. On n'aurait peut-être pas dû faire ça, ça valait peut-être pas la peine. C'est l'île de Pentecôte. On a donc ce fameux rite-là, qui y avait d'ailleurs beaucoup dans les sociétés, où on mettait, si on veut, une cérémonie de avant et de après, de passage à l'âge adulte. Donc, on en avait des comme ça, des assez rigolos, où vous deviez monter à l'intérieur d'une espèce de structure de bois. Vous vous attachez avec des lianes, et des fois même, on mettait une petite chose de plus, un symbole, comme on a vu un peu plus tôt, la petite cape de peau de lion. Hein? Donc, on a l'impression d'avoir la force du lion avec nous, mais c'est juste... C'est un bout d'animal mort, là, concrètement, mais on a l'impression qu'on revêt la force du lion. L'individu, quand il montait, il était un adolescent, et quand il était rendu en bas, il était devenu un adulte. On a ce genre de rite de passage-là, par exemple. D'autres, un peu moins rigolos, c'est en Amazonie cette fois-ci. Ce qui ressemble à des petites mitaines de four bien sympathiques, c'est un peu moins sympathique dans la mesure où c'est rempli de fourmis rouges. Hein? C'est des fourmis... de mémoire, c'est truc de feu. C'est pas le fun quand il y a le mot feu avec un animal. En gros, vous voyez un peu l'espèce de mitaine, il y a des fourmis rouges avec le dard, hein, qui sort aussi, je ne sais pas si c'est un dard ou des dents, je suis en socio, hein, je ne suis pas en sciences naturelles. Bref, le bout qui fait mal, qui pointe vers l'enfant. L'enfant a environ 6-7 ans à peu près, et l'enfant ne doit pas pleurer pendant environ 6 minutes. Hein? Et une fois passé ce rite-là, je pense qu'il doit le faire environ 2-3 fois, il est devenu un adulte. Hein? On a vraiment un passage de l'enfance à l'âge adulte
l'adolescence est une invention environ qui date de 1900 environ. Avant, on était juste enfant, adulte. Il n'y avait pas vraiment de période mitoyenne. Mais parce que je ne vous ai pas oublié, vous, les filles, il y avait un autre qui était particulièrement moins sympathique, vous en conviendrez. Ça se passe ici en Colombie-Britannique. J'ai complètement oublié la communauté dans laquelle ça se produisait. À la période des premières règles, on allait perdre la fille dans la forêt et elle devait revenir par elle-même dans la communauté. Ben, parce que, voyez-vous un peu l'idée, si elle revenait, elle était devenue une adulte. Si elle ne revenait pas, ben, elle n'était pas correcte pour le groupe. Vous imaginez un peu l'instant de frayeur, vous ne savez pas ce qui vous arrive, vous avez vos premières menstruations, vous vous retrouvez tout seul dans la forêt, c'est particulièrement moyen. On a vu un peu que les sociétés balisant quelque part le passage de l'enfance à l'âge adulte, chose qui disparaît quand même. Hein. Il reste encore le bal de finissant, puis encore une fois, pour certains, le voyage en Europe entre le cégep et l'université hein, qui sert pour quelques individus encore. Les traditions, ben, il y en a quand même quelques-unes. Hein. C'est un peu tout ce qui est transmis d'une génération à l'autre, mais qui est relatif au passé. En gros, ben, c'est un peu ce qu'on a, un peu l'alimentation traditionnelle. Le temps des fêtes, hein, mes parenthèses de tradition, contrairement au rite, vont évoluer avec le temps. Ils vont changer d'une génération à l'autre. J'imagine que vous fêtez toute Noël, pour la plupart d'entre vous. Est-ce que vous allez à l'église? Non, avant, Noël était absolument indissociable de l'Église. Aujourd'hui, Noël, c'est davantage considéré comme une fête, disons, plus familiale, par exemple. Hein, où est-ce on se retrouve entre membres de la famille ou même entre amis. Hein. Le partage que plusieurs font, d'ailleurs, c'est Noël en famille et le jour de l'an entre amis. Mais on a un peu, hein, c'était là que les traditions de Noël, par exemple, vont changer, mais on a quand même l'alimentation traditionnelle, hein, les fameuses tourtières, le ragoût de pâte de cochon, toutes ces choses-là. La bûche de Noël, par exemple, ben, voyez-vous, c'est un ensemble d'éléments de tradition, mais qui ont quand même évolué avec le temps. Hein, par exemple, même Pâques. Hein, Pâques, qui pense à Jésus à Pâques? Hein, petit infidèle que vous êtes. Eh bien non, hein, c'est certainement la fête du chocolat, hein, pour une raison qui m'échappe. Mais voyez-vous, c'est un peu l'idée. Hein? Puis, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est assez rigolo à Pâques. Hein? On n'a pas de crucifix en chocolat, on n'a pas de clous en chocolat, on a des petits lapins et des petits oiseaux en chocolat. Mais c'est un peu parce que je vous raconte une mini-histoire. Je ne veux pas vous garder trop longtemps parce que vous allez me trouver agaçant avec le temps, j'imagine, mais quand même, la petite histoire, en fait, c'est des anciennes fêtes païennes qui ont été transformées en fêtes religieuses. En gros, la fête de Noël, excusez-moi, la fête de Noël, c'était la journée la plus courte de l'année. Hein? Donc, vous voyez un peu l'idée. Jésus, on ne sait pas trop quand il est né, mais à la naissance de Jésus, où est-ce que c'est la journée où est-ce qu'il fait le plus sombre dans l'année, mais les journées commencent à allonger. Hein? Jésus, notre Sauveur, qui nous éclaire de sa lumière. Et Noël, par exemple, excusez-moi, Pâques, c'était une fête païenne, hein, c'est-à-dire qui était avant les religions catholiques en Europe, qui était associée à la fécondité. On commence à cacher un peu plus les lapins, puis les petits oiseaux, puis les choses comme ça, hein, ça a quand même beaucoup plus de sens pour nous à ce niveau-là. Donc, on voit un peu que les traditions ont changé avec le temps et que, justement, elles vont quand même se transmettre d'une génération à l'autre, mais toujours avec des modifications. Donc, voilà pour la petite histoire. Bon, l'alimentation, ça va. La fée des dents, que vous connaissez sûrement parce que vous êtes en hygiène dentaire, est quelque chose qui date du 17e siècle en France et 1927 seulement aux États-Unis. Sachez également que la fée des dents s'appelle la petite souris dans la majorité des pays francophones et en Europe. C'est une histoire, en gros, c'est pas une histoire super fascinante, mais quand même, c'était une fée qui, pour aider à se venger contre un méchant roi, s'est transformée en souris cachée sous l'oreiller et pour punir le roi, lui a fait tomber toutes les dents. Vous voyez l'espèce de lien un peu spécial avec avec la petite souris. Et c'est pour ça que si vous allez en France ou en Belgique, par exemple, vous allez voir que des fois, il y a des petites souris à côté d'une dent devant chez les dentistes. Vous allez comprendre un peu le lien. Pourquoi c'est une petite souris? Ça n'a quand même absolument aucun sens. Tandis qu'en Amérique, c'est la fameuse fée des dents qui n'existe nulle part d'autre qu'en Amérique du Nord. Hein? Et d'ailleurs, fée des dents qui est quand même un phénomène économique quand même, si on veut, où est-ce que on se rend compte qu'en moyenne, en 2015, elle laissait 3,44 $ par dent, hein, parce qu'on a quand même fait des gros sondages sur la fée des dents. On voit que c'est un phénomène qui est relativement, si on veut, répandu. Que
on voit un peu les comportements qui sont sociaux. Qu'est-ce que vous donnez comme argent? Parce que moi c'est l'affaire. Ma copine est enceinte, puis elle va accoucher en juin, autour de ça. Puis, il y a un ensemble de choses que je dois réfléchir, comme par exemple, je donne combien? Pas un bébé, là. Je ne vais pas commencer à donner de l'argent à un bébé, mais c'est des choses qu'il faut que je fasse. Il faut que je donne combien? Moi, je dis, peut-être une pièce, 2 piastres. Quand je dis 2 je dis, je ne suis pas pire dans la moyenne. Dans 30 des Canadiens donnent en moyenne 2 dollars. Et sachez qu'on est les plus généreux au Québec comparativement au reste du Canada pour la somme que l'on donne à nos petits-enfants lorsqu'ils perdent leurs dents, en moyenne 4 dollars par dent qui est donné aux enfants. Donc, on voit quand même, c'est un phénomène qui a l'air juste d'une tradition, mais que ça devient carrément un phénomène économique à l'intérieur de la société. La petite histoire de fête des dents, je trouve ça quand même rigolo. Les croyances, là, vous avez sûrement vu ça avec la COVID. Les croyances, c'est une vision du monde qui est partagée par un nombre d'individus. Ils vont partager des idées, des opinions, des valeurs qui sont considérées comme étant absolument vraies. Vous avez vu, j'imagine, l'ensemble des théories du complot concernant la COVID. Je pense que vous savez ça. Les fameuses théories du complot sur la fameuse 5G et la COVID. Vous avez peut-être déjà entendu. C'est simplement parce que les tours 5G ont été installés en même temps que commençait la COVID. Donc, c'est juste une corrélation, ce n'est pas une causalité, mais bon, il y a eu beaucoup de croyances associées à ça. Et pour ce qui est de l'hygiène dentaire, vous savez que l'eau, on boit de l'eau qui est fluorée, par exemple, en Amérique et dans plusieurs pays d'Europe, et qu'il y avait beaucoup de théories du complot sur le fluor qui était compris dans l'eau dans les années 70. C'était un complot communiste qui voulait faire en sorte que nos enfants soient moins combatifs et les rendent apathiques. Elle a disparu, vous en conviendrez. Mais si vous regardez des vieux films des années 70, des fois, ça arrive qu'il y a un individu un peu étrange qui parle de la fluoration de l'eau. C'est toujours particulièrement rigolo. On voit un peu également que les croyances, il y en a qui arrivent, il y en a qui disparaissent. Je ne crois pas que vous avez entendu les théories du complot sur la fluoration de l'eau. Je serais un petit peu étonné. On voit que ça a quand même complètement disparu. Sûrement parce que les Russes ont réussi leur sale coup. Donc, on voit par exemple un ensemble de croyances de ce niveau-là. Je n'avais également des rigolotes, des petits rites par rapport aux dents, absolument jamais à l'examen, mais qui peuvent quand même vous intéresser. Le rite, par exemple, de la fracture rituelle des dents, qui consistait essentiellement, vous voyez l'image en dessous, c'est quelqu'un qui est en train de se faire fracturer les dents. C'est-à-dire que dans différentes communautés, même c'était relativement assez répandu dans les groupes, si on veut, avant l'apparition de l'histoire, qu'on dit préhistorique. Mais l'idée de briser les dents, si on veut, les incisives essentiellement, et de briser les dents faisant en sorte que, comme un rituel, ça faisait en sorte qu'on rentrait dans la communauté, mais c'était également à un endroit où c'était le support, si on veut, à l'espèce de plateau. Vous voyez, vous avez déjà vu des espèces de gros plateaux, les Rojas, on a des gros plateaux, mais il faut qu'ils s'accotent quelque part. Ils s'accotent dans l'espace laissé par les incisives. Donc, jusqu'en 1912 et même un peu plus tard, c'est encore une pratique qui avait cours dans certaines communautés, autour habituellement vers l'âge de 7 à 9 ans, jusqu'à temps qu'on considère que c'était des enfants et après devenus des adultes. Donc, la fracture rituelle des dents, c'est quelque chose qui est assez répandu quand même auparavant. L'image des dents également, c'est-à-dire qui consiste essentiellement à limer de manière manuelle. Vous voyez comment ça peut être beaucoup de travail, les dents, le plus souvent, si on veut, pour ressembler à un animal totem. Par exemple, nous, c'est le lion dans notre communauté qui nous représente. Je vais essayer d'avoir des dents qui ressemblent à des dents, par exemple, ici, de lion. Encore une fois, une question de statut social. Habituellement, les gens de la basse, les gens les moins valorisés du groupe n'avaient pas accès, par exemple, à la fracture des dents ou l'image des dents non plus. C'était associé au groupe le plus haut à l'intérieur de la société. Donc, on a vu un peu partout ce type de choses-là. Excusez-moi de vous faire des cauchemars, surtout avec cette photo-là ici, que je trouve quand même tout droit sortie d'un film d'horreur, que je trouve quand même particulièrement sympathique. Donc, différents rites qui entourent, par exemple, sur l'idée des dents. Il y a également les insertions de bijoux. On pense que c'est quelque chose de relativement nouveau, mais déjà en 1200 à partir de, on va dire, moins 800 environ, les Phéniciens, qui est un peuple qui est proche de
entre la Turquie et la Grèce actuelle, ben, avait déjà des techniques d'incorporation dentaire. On voit encore une fois, hein, on a des petits bijoux ici, hein, essentiellement, c'était de l'hématite de l'or ou du jade que l'on insérait directement dans les dents des individus. On voit un peu que c'était quelque chose que moi, je pensais qui était relativement moderne comme rite ou comme bijou. On voit que ça date quand même d'un assez bon bout de temps, mais que c'était beaucoup plus de travail à l'époque. Hein, je vais vous montrer avec quel instrument ça a été utilisé. Mais on voit quand même, encore une fois, que les dents, depuis quasiment toujours, hein, cette idée-là que c'est utilisé comme marqueur de distanciation, de distinction sociale entre les membres à l'intérieur d'une même communauté. Autre chose, les dorures. Excusez-moi. Ben, déjà, on voit que les fameuses dorures, déjà moins 2700 avant Jésus-Christ, on a déjà des traces archéologiques d'utilisation de dorures. Hein. Celle-ci, c'est un squelette où est-ce qu'on voit que c'était utilisé, si on veut, pour venir garnir, si on veut, les dents à titre essentiellement décoratif. Souvent utilisé, encore une fois, hein, comme signe de richesse. L'utilisation de la dorure des dents. Et on voit également que, par exemple, les Chinois utilisaient déjà l'or pour faire, par exemple, des plombages. Hein. Donc, de mémoire, les premiers plombages auxquels on assiste, c'est environ autour de l'an, je suis un peu déçu d'avoir enlevé mon diapo là-dessus, mais autour de moins 1000 à peu près, on voit déjà l'apparition des premiers plombages. Hein. Donc, encore une fois, l'effet de se garnir les dents d'or, ce n'est pas juste quelque chose hein, qui fait très gangster, comme on voit ici. C'est quelque chose qui a été utilisé à travers le temps. Autre chose, le noircissement des dents, qui n'est pas, je crois, une pratique qui est particulièrement valorisée aujourd'hui, vous en conviendrez. Mais par exemple, au Japon, pendant l'époque Edo, 1600 jusqu'à 1800, les femmes, surtout de la haute classe, avaient tendance à se noircir les dents. On voit ici le noircissement des dents. De mémoire, c'était avec du mélange de charbon et de... J'ai un peu oublié avec quoi c'était fait cette chose-là. Réputé pour son érotisme, hein, attention. Et il y avait une espèce de contraste qui était fait avec la peau très, très blanche, hein, qui était celle de la haute société, et les dents qui étaient ici noircies. Hein. Donc, c'est un peu ça qui me fait rigoler. Hein. Autant qu'aujourd'hui, c'est vraiment les dents particulièrement blanches. À l'époque, dans ces cultures-là, c'était les dents particulièrement noires qui étaient considérées comme étant vraiment socialement considérées. Au Vietnam et également, surtout au Vietnam et en Asie du Sud-Est au sens large, on avait encore cette pratique-là qui a été utilisée encore une fois aujourd'hui. On voit des vieilles dames qui ont encore une fois les dents noircies et ce n'est pas des dents qui sont sales ou qui ne sont pas en santé. Hein, c'est vraiment juste une coloration. Et c'était vraiment considéré comme un symbole de beauté. C'était considéré comme étant quelque chose de particulièrement valorisé. Donc, d'ailleurs, ça a été interdit hein, par les autorités françaises quand elles sont arrivées sur place, qui considéraient ça comme quelque chose de particulièrement barbare. On va revenir un peu plus tard dans la session sur qu'est-ce qui se passe entre les différents groupes sociaux, qu'est-ce qui est considéré comme étant légitime ou non. On va revenir là-dessus. Donc, on voit un peu que ça varie. Les dents le font depuis toujours. Hein, on a un peu cet état qui sont des marqueurs sociaux d'appartenance. Le plus souvent, lorsque vous appartenez à une haute classe de la société, hein, vous avez un haut statut social, vous aviez la possibilité de faire des modifications au point de vue des dents. Dernière chose, hein, maintenant, les idéologies, dernier élément de culture, c'est toutes ça va un peu d'ailleurs à les croyances, hein, mais l'idéologie, contrairement à la croyance, a l'idée que c'est une science, c'est scientifiquement prouvé. Hein. Donc, on a un peu l'idée des idées, des croyances, des normes qui sont considérées comme étant évidentes et qui servent à interpréter les situations sociales ou à orienter l'action politique. Alors, par exemple, le capitalisme, le communisme, le nazisme, même le racisme ont tous été des idéologies. Hein? C'est vraiment l'idée qu'on a une vision du monde grâce à ces éléments-là et qui vont orienter l'action politique. Aujourd'hui, on a vraiment une idéologie qui est très, très forte. C'est l'idéologie qu'on appelle néolibérale. On va revenir sur les cours sur les inégalités sociales, mais qui a la particularité hein, d'insister beaucoup sur la liberté individuelle. On met énormément d'emphase, moins sur le groupe que sur l'individu, hein, sur la liberté, l'autonomie, la responsabilité et l'initiative. Mais on va voir également en contrepartie
qu'on a tendance à individualiser énormément les problèmes sociaux. Si tu es pauvre, c'est de ta faute parce que tu n'as pas réussi à te gérer toi-même, hein, comme un individu autonome et responsable. Et on a tendance à surresponsabiliser également les individus. On va voir dans les cours sur les classes sociales que, ben, ne serait-ce que pour l'accès aux soins bucco-dentaires, il y a des coûts associés à ça et qu'on voit que les caries ne sont pas également répartis dans l'ensemble de la population. Les groupes les moins favorisés ont davantage de problèmes dentaires. Hein. Et également, vous allez voir que les personnes âgées de groupes défavorisés, il y a une explosion du nombre de dentiers. Hein, ça veut dire qu'à l'époque, ce n'est pas compliqué. Lorsque vous aviez des caries et des problèmes dentaires, on vous enlevait tout simplement les dents. Donc, vous allez voir que les personnes âgées défavorisées, souvent, vont ne pas avoir du tout de dents ou davantage de problèmes bucco-dentaires chez des groupes socialement défavorisés. Et notre réflexe comme société, comme culture, ça va être de dire, c'est de votre faute, brossez-vous les dents, gérez-vous. On a tendance à surresponsabiliser les individus, mais pour un ensemble d'éléments. Hein. Par exemple, par rapport à la pauvreté au sens large, on va revenir un peu là-dessus, mais on voit un peu que s'il y a un discours social qui est entretenu sur certaines catégories de la population qui a énormément d'influence sur la manière par laquelle on les perçoit. En gros, si tu es pauvre, c'est parce que tu es paresseux et que tu ne t'es pas adapté. Si tu es riche, tu as fait beaucoup de travail, hein, d'initiatives personnelles. Évidemment, on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. On a l'idée un peu de l'American Dream, l'idée de la self-made woman, la personne qui se construit par elle-même. On va voir un peu qu'on vient toutes de quelque part au prochain cours. J'ai mis ici quelques éléments de production matérielle et artistique et les derniers éléments de culture qu'on va voir. Évidemment, il y a tous les tableaux. Vous avez d'ailleurs remarqué, c'était l'image que j'ai choisie pour votre plan de cours, hein, dans le bon vieux temps où c'était les arracheurs de dents qui s'occupaient de la dentisterie. Également, c'était les bouchers et les prêtres au début qui s'occupaient des dents. Les prêtres, graduellement, n'ont pas pu le faire parce que le fait qu'il y ait du sang, c'était associé un peu à quelque chose d'impur. Donc, voilà. Mais c'était essentiellement les bouchers qui s'occupaient des dents des individus. Plus tard, il va se constituer la médecine associée à ça. Vous voyez ici cet instrument-là que j'ai complètement oublié le nom de c'est quoi cette chose-là. Oh, ben voilà, j'ai encore perdu mon image, je suis désolé. Ah ben non, je n'ai pas mis le nom, je suis particulièrement dégoûté, mais bon, on va appeler ça une brosse à dents, disons, une proto-brosse à dents, hein, une brosse à dents primitive. Voyez-vous, c'est quelque chose qui est même encore utilisé encore de nos jours. C'est un morceau d'un bois particulier qu'on utilise. Hein, et qu'on va venir un peu couper, c'est seulement un petit morceau pour qu'il y ait juste des petits poils hein, quelque part, et qu'on va utiliser pour se brosser les dents. Hein, ça a été vraiment la première brosse à dents qu'on a retrouvée, c'est vraiment ce modèle-ci. Le modèle un peu plus classique va arriver surtout autour des années 1700 environ. Surtout ici, vous avez la brosse à dents de Napoléon, le petit-fils de Napoléon. C'est un détail, c'est pas important, mais on voit quand même que c'était au début du moins un signe de distinction sociale d'avoir une brosse à dents en or quand même et en ivoire. Hein? On ne fait pas les choses à moitié. Ici, vous avez quand même quelque chose d'intéressant hein? comme production artistique. Vous voyez quand même la complexité du chose. C'est une prothèse dentaire qui date de moins 500 avant Jésus-Christ quand même. Hein? On voit quand même que c'est fait en or. On a appris très tôt que l'or ne subissait pas d'altération avec la salive des individus. Donc, l'or a été très, très tôt utilisé comme matériel pour à la fois faire des plombages, mais également faire des prothèses dentaires. Ici, vous voyez un peu le truc ici, vous voyez c'est quoi ce truc-là? C'est ça qu'on utilisait pour forer les dents. C'est un foret, donc on a un morceau de bois avec un petit pic au bout, on a un morceau de roche pour faire un peu de poids et on tourne. Ça va tourner comme ça. Vous voyez que c'est un peu une fraise, hein, je pense, c'est comme ça s'appelle de mémoire. L'appareil qui fait zzz, zzz. Bon, voilà, c'était l'ancêtre de ce truc-là. Donc, imaginez quand même avoir ce gros instrument-là dans la bouche lorsqu'il fallait vous faire une réparation au point de vue des dents. Et enfin, ce truc qui est un peu rigolo, hein, c'est une amulette, encore une fois, autour de moins 300 ans. Une amulette qui était utilisée dans le bon vieux temps. On mettait ça sur les bébés pour leur faire enlever la douleur qu'ils avaient lorsqu'ils faisaient les dents. Donc, on a tout
tout un monde culturel de production artistique et matérielle qui entoure la notion de l'hygiène dentaire au sens large, qui dépasse l'idée que ce n'est qu'une opération médicale, on ne fait que réparer les dents. Vous voyez, ça touche à quelque chose de beaucoup plus large que ça, hein, la notion de la dentisterie. Donc, on va terminer là-dessus. Hein, 3 grandes caractéristiques de la culture, petit wrap-up. Les éléments de la culture qu'on a vu un peu, les symboles, le langage, les normes, les valeurs, les statuts sociaux, les rôles sociaux, les rites, les traditions, les croyances, les idéologies, sont tous des éléments qui sont porteurs de sens. Hein. Ça veut dire qu'on considère qu'ils ont une signification, hein, à l'intérieur du même groupe social et la signification est communément partagée à l'intérieur du même groupe, hein, à l'intérieur du même groupe social qui va partager ces éléments-là. La culture va rendre les collectivités distinctes des autres. Hein, nous sommes les Québécois parce que nous sommes de tradition, si on veut, très, très loin, catholique, on parle français, on mange de la poutine, vous voyez un peu l'idée. Hein? Donc, on a des éléments qui vont nous distinguer des autres et qui vont conférer une identité propre au groupe. Hein? Donc, les éléments de la culture sont utilisés un peu comme je vous disais, on va l'aborder dans les prochains cours comme marqueur d'appartenance. J'utilise ça, hein, pour me distinguer des autres et que je fais que je suis vraiment un groupe, hein, au sens propre et qui va permettre de me distinguer des autres groupes, tout simplement. L'image classique, un peu, pensez un peu à gang de rue, avec leur tatou particulier, leur tag également particulier, leur couleur particulière, leur symbole particulier. On a donc un ensemble d'éléments qui est utilisé comme marqueur d'appartenance et qui va faire en sorte qu'on va se distinguer des autres. Donc, 3 grandes fonctions. La reconnaissance, se reconnaître entre nous. L'appartenance, on sait qu'on appartient au même groupe et se distinguer des autres groupes, tout simplement. Et enfin, parce que ce n'est pas biologique, ça se transmet et on l'apprend par la socialisation. On doit apprendre ces choses-là. Hein. Pourquoi? Parce que justement, ce n'est pas biologique, on ne naît pas avec ça, mais quand on a bien intériorisé la culture, on l'intériorise comme une boussole interne, on ne réfléchit plus vraiment comment agir, ça semble aller tout simplement de soi. C'est ce dont on va parler au prochain cours, le processus d'acquisition de la culture par la socialisation. Donc, c'est un peu ce qu'il y avait